je n'ai pas de prétention du tout de donner des recettes pour prévenir le génocide du Lille-Mas. Je vais juste vous parler d'une période très trouble venue après le génocide au Rwanda en 1994. Une période qui était bien annoncée pendant des mois avant. Et pendant cette période, bien sûr, le Haut Commissariat pour les réfugiés a essayé d'estimer combien de réfugiés, s'il y aurait des réfugiés, de quel côté les réfugiés allaient arriver dans les pays environnants. Et en fait, il y a eu d'abord un premier afflux de 250 000 personnes en 24 heures dans un petit bled perdu à l'ouest de Tanzanie. Mais cet afflux a été suivi par un afflux beaucoup plus important encore en juillet 1994, quand l'armée Tutsi, qui était venue au fait du nord de l'Ouganda, a vraiment pris le pouvoir. C'était un fait très étonnant, ils ont pris le pouvoir si rapidement. Mais à ce moment-là, toute l'armée rwandaise, qui avait été largement impliquée dans le génocide, ainsi que les Interahamwe, les milices Hutus, qui avaient aussi tué des centaines de milliers de personnes, quand ces éléments ont dû fuir, ils ont en fait chassé toute la population rwandaise Hutu, qui elle-même aussi avait participé au génocide. Ils les ont chassés en dehors du pays, du côté Tanzanie, du côté Burundi, du côté Zaïre à l'époque. Je vais continuer à utiliser le terme Zaïre pour le Congo actuel. Et donc, ça c'était d'un côté pour être mieux préparé pour recommencer le génocide après, je pense. C'est toujours été une des raisons principales. Cet afflux à Goma, une ville qui avait à quelques 50-60 000 personnes à l'époque, a dû accueillir un afflux de réfugiés de 850 000 à 1 million de personnes dans quelques jours. C'était vraiment un rythme effréné, que les gens arrivaient encore souvent avec leurs armes, avec des machettes qu'ils avaient tuées, avec toute l'armerie de l'armée rwandaise. Tout ça, le gouvernement, les autorités zaïroises ont essayé d'enlever, prendre ces armes, mais ils n'ont pas réussi du tout. Pas mal d'armes sont entrées en Zaïre et ils ont été utilisées après encore dans les violences dans les camps. Bon, qu'est-ce qui se passe quand un tel nombre de réfugiés entrent dans un pays? Tout d'abord, bien sûr, la HCR, dans le mois qui précédait, donc depuis avril 1994, a commencé à se préparer pour un afflux possible de réfugiés. Mais la HCR, avec sa section d'urgence, dont Philippe Ograndi, que vous connaissez maintenant comme le commissaire pour les réfugiés d'aujourd'hui, il était dans cette équipe d'urgence. Ils ont essayé de se préparer, mais le grand problème qui se posait, c'était que le gouvernement zaïrois à l'époque avait dit non, on ne veut pas accepter des réfugiés, on va les arrêter à la frontière. Et donc, ils ne voulaient pas du tout coopérer à identifier des sites pour accueillir ces gens. Et c'est ce qui a mené à une situation de désordre complet. D'abord, toute la ville était immergée par des réfugiés, par des demandeurs d'asile, qui est avec une ville de 50 000 personnes où il n'y a aucune structure d'assainissement, même pour les 50 000. Il y a d'abord toute une épidémie de choléra qui a éclaté avec des milliers de morts dans la ville. Puis les gens finalement se sont eux-mêmes, sans direction, dirigés vers le nord de Goma, vers le sud de Goma. Ils sont installés temporairement dans les camps de fortune. Et c'est seulement quelques semaines après que la HCR a commencé avec le gouvernement à pouvoir vraiment installer des camps. Mais c'était très très difficile parce qu'il y avait, par exemple, dans les camps à quelques 20 km au nord de Goma, les réfugiés s'étaient arrêtés dans une zone volcanique, d'une éruption volcanique d'il y a 20 ans avant seulement, donc c'était complètement sans eau, et donc on a dû organiser, par exemple, un convoi de citernes d'eau qui a amené de l'eau du lac Kivu, qui était nettoyée au Goma, dans les camps. C'est une situation impossible.
Donc, tout le plan de contingence que la chaire avait préparé, qui n'était pour quelques 50 000 personnes, en fait, ne menait à rien. Et c'est un effort énorme qui a dû être fait pour venir au bout de cette situation. Et il y a eu pas mal de gouvernements européens, américains, même les Japonais après, qui sont intervenus pour créer une certaine accalmie, une certaine situation contrôlable dans les camps. Mais dans les camps, la violence qu'il y avait, donc j'ai vécu au Rwanda, en fait, a continué. Tout d'abord parce que l'armée et les milices continuaient à contrôler la population de réfugiés. Il y en a beaucoup qui ont voulu rentrer, ils ont été empêchés physiquement. Il y a une violence qui s'est créée aussi pour contrôler toute l'assistance dans les camps. Les ONG étaient menacées, et il y a même eu plusieurs ONG, de grandes ONG comme MSF et CARE, qui se sont retirés des camps à cause de toute la violence qui continuait à exister dans ces camps. Merci. Je viens juste de l'Asie et j'ai attrapé une terrible rhume là-bas qui malheureusement ne s'est pas arrêtée aujourd'hui. Bon, donc, mais toutefois, toute cette assistance internationale, les Américains, les Japonais, les Suédois, n'avaient pas de mandat pour intervenir, pour maintenir la sécurité dans les camps, établir l'ordre dans les camps. Les agences des Nations Unies, menées par le commissaire à l'époque, Mme Okata, sont rendues au Conseil de sécurité à New York pour plaider qu'il y aura une force d'intervention pour maintenir l'ordre dans les camps, établir l'ordre dans les camps. Il n'y a pas eu de réponse. Finalement, la chaire a négocié avec le Zaïre qu'il y aurait des troupes d'élite qui allaient être basées dans les camps pour rétablir l'ordre. Le commissaire a décidé de faire appel à quelques gouvernements, surtout les pays d'Afrique de l'Ouest, pour encadrer les troupes de Zaïrois. Et bien sûr, surtout les troupes zaïroises ont dû être payées par la chaire. Et tout ça a aidé à rétablir un certain calme dans les camps. De côté tanzanien, où il y avait aussi pas mal de violence dans les camps, là c'est plutôt la police et l'armée tanzanienne qui sont intervenus plutôt efficacement. Il y a surtout une question aussi de la situation des camps. Normalement, la chaire, avec le gouvernement, tente toujours d'établir les camps à distance. Essayer d'éviter toute intervention de part et autre de la frontière du gouvernement d'un pays, de réfugiés qui traversent la frontière pour conserver le désordre de l'autre côté de la frontière. Mais il faut voir la situation de l'Est du Kivu. Si on dit 50 km, c'est une distance raisonnable. Si on va 50 km à l'ouest de Goma, de Bukavu, nous sommes en pleine forêt tropicale. Donc, ce n'était pas possible. Que fait, les camps étaient à peut-être 10 km, même 5 km de la frontière rwandaise. Et cette situation a permis plus tard à l'armée rwandaise de traverser la frontière et d'attaquer les camps. Ils ont attaqué les camps de réfugiés en venant de Bukavu vers le nord, vers Uvira. Déjà en novembre 1994, ils ont chassé les réfugiés devant eux
sont aventurés à l'intérieur du pays. Puis l'armée rwandaise, donc l'armée Tutsi, a continué leur chemin vers le nord, vers Goma, vers le camp de Goma. Ils ont chassé les réfugiés vers l'intérieur. Il y a une longue marche qu'ils ont entamée pour près de 1 million de réfugiés. Donc ils ont commencé à chasser les réfugiés. Les réfugiés ont pris le chemin vers le nord-ouest, vers l'ouest. Et pendant de longs mois, on pouvait, avec l'information de l'armée américaine qui donnait de fautes aériennes, suivre leur marche. Et pendant 3 mois, cette marche a continué. Et finalement, vers décembre, on les a trouvés tout près de Kisangani, qui est à quelques kilomètres vers le nord-ouest. Et ils étaient bien sûr dans une situation très pénible. Il y a eu beaucoup de morts en route. Même là, après, l'armée Tutsi a continué à les poursuivre jusqu'à Kisangani, dans la forêt tropicale, essayer de continuer leur travail de tuer les Hutus qui avaient tué les Tutsis. Je vais raccourcir mon discours parce que... Bon, quelle leçon tirer de cette histoire sordide? Pour la chair, je pense que nous n'avons pas pu prévoir une partie que l'armée Tutsi, surtout venue d'Ouganda, allait pouvoir si rapidement prendre le pouvoir au Rwanda. Et d'autre part, l'afflux de telle ampleur aux États-Unis. L'absence d'action des pays qui auraient d'abord pu limiter l'ampleur du génocide et ensuite l'aide militaire dans le pays d'accueil. Donc l'absence de cette action, ça reste pour moi, Arnaud a fait brièvement la mission, une tâche noire sur le blason des Nations Unies. Le blason des Nations Unies, mais il faut dire aussi en même temps qu'il y avait une absence de volonté de pays qui aurait pu intervenir, qui aurait pu arrêter, sinon prévenir le génocide. C'était vraiment pour toutes sortes de raisons politiques. Ça reste quelque chose, et ça continue dans l'histoire d'aujourd'hui. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité, tout ce qui se passe en Syrie, en Irak, il y aurait pu une action beaucoup plus efficace pour arrêter cette guerre si les pays étaient préparés, tous les pays des conseils de sécurité pour le faire. Il n'y a pas cette attente. Vous voyez bien le conflit d'Amérique, pays occidentaux et la Russie. Il n'y a toujours pas de volonté de tous les pays des Nations Unies pour arrêter, pour prévenir le génocide. Bon. Finalement, quelques mois après le début du génocide, les troupes françaises ont fait un petit effort pour arrêter ce qui se passait. Ils ont créé une zone verte au sud-ouest du Rwanda. Mais cette zone verte a surtout aidé aux meneurs du génocide, aux chefs du gouvernement, aux familles de fuir le pays. Et bien sûr, se sont trouvés après en France. Je m'arrête là, j'aurais pu continuer encore quelques minutes, mais avec le gorge, je prends mon